3, 2, 1, c'est parti. Vas-y, avance un peu. Alors Sanodev, c'est une start-up que j'ai créée en 2013 et qui est basée sur la conception, la fabrication et la commercialisation de machines de désinfection qui viennent en alternative au traitement chimique. On s'appuie sur la maîtrise d'un panel de technologies de désinfection, donc la lumière pulsée effectivement, mais les micro-ondes, les arcs électriques, le plasma. Et on vient vraiment en alternative aux produits chimiques, notamment les produits phytosanitaires, mais on travaille aussi dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de l'agroalimentaire, du médical. On travaille sur des céréales par exemple ici, donc là c'est typiquement comment on peut décontaminer des céréales face à des insectes. On essaie de travailler comment on pourrait faire pour que dans les silos de blé par exemple, on se passe de fumigation. Je vais prendre ce grain, je vais le faire passer dans un champ électrique très intense, ça va élever la température de l'insecte qui va mourir et ensuite je le reconditionne et du coup je stocke un grain qui est sain, sans insectes. Et du coup je peux le conserver bien mieux. Là je peux prendre ce grain en toute sérénité, il n'y a pas dessus de produits phyto. C'est la grande différence avec des solutions chimiques. J'ai commencé mon projet en 2011, j'ai créé en 2013, voilà, les attentes n'étaient pas encore tout à fait là. Voilà, on désherbait avec du glyphosate et c'était bien comme ça. Quand je suis arrivée à Limoges et dans la région Limousin, j'ai juste découvert une région formidable que je connaissais déjà un petit peu, parce que ma mère est creusoise. Donc il y a plein de choses qui se font, il y a une diversité telle de la nature que Sanodev a tout son sens d'exister ici et de travailler sur différents sujets, notamment avec des agriculteurs locaux. Il faut avoir une agriculture plus raisonnée, plus raisonnable. Alors certains vont avoir l'impression qu'on régresse, mais en fait, il n'y a juste pas le choix. En fait. Les technologies qu'on apporte vont aider à cette transition et faire que justement on ne revient pas à l'âge de pierre avec la binette pour désherber à la main. On essaye quand même de garder la même compétitivité en essayant de préserver notre environnement et notre santé. C'est une question de bon sens en fait. Quel est le coût à l'échelle de notre société de la disparition de la biodiversité? Moi, personne ne le dit. Quand on essaie de le chiffrer, on ne peut pas parce qu'aujourd'hui la convention économique dit que les ressources naturelles ça vaut 0. Mais si demain on met une taxe carbone ou une taxe biodiversité qui dit quand tu épands des produits phytosanitaires, ça te met 100 € la tonne, d'un seul coup un système comme ça aura totalement son sens. On a un territoire qui est très riche, aussi bien d'un point de vue, je dirais, naturel, au point de vue économique. On parle beaucoup de notions de marketing territorial, etc. Mais en fait, finalement, la valeur propre, elle est chez nous, quoi. On n'a pas la même approche de la nature quand on la côtoie tous les jours, quoi. L'écologie, pour l'instant, c'est pas les partis qui l'emportent, donc voilà, s'ils sont dans une stratégie. Le temps politique, il est ponctué par des échéances électorales. La vie de tous les jours, elle est ponctuée par d'autres enjeux. C'est que les gens ont une connaissance très confuse des enjeux. C'est-à-dire qu'ils ne saisissent absolument pas l'urgence dans laquelle nous sommes. Parce qu'on parle de réchauffement, on dit 1,5 degré, on dit qu'il faut trier ses déchets, on dit qu'il faut mettre des éoliennes, etc. Donc en fait, on a des éléments visibles qui vont en contradiction très souvent avec notre approche du monde. Alors je suis Jean-Emmanuel Gilbert, cofondateur et directeur développement de la société Aquacé, qui est donc spécialisée en efficacité hydrique, c'est-à-dire en fait comment réduire les consommations, réduire les rejets des activités humaines. On est dans un monde qui est devenu un peu magique, j'ouvre un robinet, il y a de l'eau propre qui coule, je tire la chasse, les eaux sales partent, et donc je ne suis plus en lien avec ni les ressources, ni le milieu naturel. La région la plus impactée par le changement climatique sur la question de l'eau, c'est la Nouvelle-Aquitaine. De très très loin. Je suis très fier d'avoir participé à des projets avec des industriels où on a diminué des consommations d'eau de sites industriels géants. L'eau est un levier de performance et en plus c'est un levier de business continuity. Et comme s'il en manque, je ne peux pas continuer de produire, ça devient un enjeu tout à fait fondamental pour eux. Voilà, l'eau ça a quand même une valeur un petit peu particulière vis-à-vis de ce qu'est la vie, de son confort des humains. Le confort de vie dans lequel on vit, et c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Et d'ailleurs, il faut rappeler que 50% de la population mondiale à peine a accès à ce confort de vie. Par contre, effectivement, ça crée une espèce de biais où on croit que l'eau est inépuisable, inaltérable et gratuite. Il va être indispensable de rappeler que effectivement, l'eau est une chose extrêmement précieuse parmi les précieuses. Il va pleuvoir, grosso modo, à peu près la même quantité d'eau pendant l'année, mais beaucoup plus pendant une période, et là, il va y avoir des inondations ou des risques d'inondation, et il va y avoir des périodes de sécheresse qui vont être de
plus en plus dure et de plus en plus longue. Donc c'est pas simplement l'agriculture, l'industrie, l'agroalimentaire, tout ce que vous voulez, va être impacté par ça. Donc l'agriculture, comme tout le monde, va devoir repenser un petit peu sa relation à l'eau, de manière à réduire ses consommations, mais réduire aussi ses rejets, parce que de toute manière, tout ça, c'est complètement lié. C'est pas une question de consommer plus ou moins, c'est finalement de consommer ce dont on a besoin et de maîtriser ce que l'on rejette. Là, pour le coup, je crois qu'un grand nombre de personnalités, même de premier plan, sont conscientes qu'il y a un enjeu. Après, c'est une problématique systémique, donc qui va remettre en jeu parfois certaines habitudes ou certains usages. En France, si on dit à quelqu'un qui va avoir l'eau 2 heures par jour, qu'il va devoir un stock interne pour assurer ses besoins sur 24 heures, mais qu'on ne lui assurera l'eau que 2 heures par jour, tout le monde verrait ça comme une très grave régression sociale. Dans un grand nombre de pays dans le monde, c'est vécu comme une avancée. Qui dit sobriété, dit modification des usages, dit sujet pour lequel le politique est inconfortable, parce qu'il peut comprendre les enjeux en tant qu'intellectuel, par contre il doit mettre en place des solutions techniques qui pourraient peut-être être un peu contre-productifs ou mal vécues par les gens qui à la fin vont mettre un bulletin dans l'urne. La question, c'est pas de fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents, même si c'est sympathique, c'est utile, on va dire, mais on est hors d'échelle par rapport aux enjeux. Et la seule solution, disons la solution la plus efficiente, la plus pertinente, c'est de réduire en fait nos consommations pour remettre à niveau en fait nos usages par rapport aux ressources disponibles. Vu l'état dans lequel on est, il faut commencer partout. Les peuples du Moyen-Orient disent souvent celui qui veut faire trouve un moyen, celui qui ne veut pas faire trouve une excuse. En fait, l'eau elle est au carrefour de l'écologie parce que effectivement elle est le vecteur de transport de tout. Je suis un actif de l'écologie plutôt qu'un activiste écologiste. Moi, j'agis pour essayer de faire mieux dans une problématique centrale et je me méfie toujours beaucoup d'être des catégorisations et des cases. Donc pour nous, c'est à la fois une passion parce que c'est un métier qui nous plaît énormément, hein, faut pas... Et puis derrière, même si c'est un peu brutal de le présenter comme ça, c'est de la colère parce que tout simplement ce qu'on est en train de faire, c'est à peu près n'importe quoi. Et donc, on essaye de pédaler dans la bonne direction. Et après, on fait face à une situation qui est la réalité, difficile par certains côtés, mais encore une fois, j'ai pas décidé de baisser les bras encore, hein, loin de là. C'est sûr que si on dit je fais ça à l'échelle de Paris, par exemple, ça va pas prendre 10-15 ans. Il faut se préoccuper de l'économie de certaines ressources et de la façon dont on préserve la ressource et dont on est résilient dans l'utilisation de la ressource. Et donc par conséquent, il faut que les collectivités montrent l'exemple. Et donc tu vois là, on est en train de développer toute une filière autour de l'eau. Il faut que dans la gestion de l'eau, on soit hyper résilient. Nous, collectivités, c'est-à-dire que quand on fait des enrobés, il faut qu'on ait des enrobés qui laissent passer les eaux pluviales pour qu'il y ait de la récupération d'eau pluviale, pour qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Je suis très fier qu'on ait ça à Esther. C'est assez peu connu du grand public, mais c'est des gens qui sont connus dans le monde entier. Donc au final, Limoges est un excellent choix pour la qualité de vie, pour des raisons scientifiques liées à l'eau, et aussi parce qu'on peut y avoir accès assez vite au guichet financement. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ça marche.